à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. Deuxième chronique sur avec Madame Gaillac, l'obésité, et un livre très pertinent écrit par Pascal Laurent, et agréable à lire. Professeur de physiologie à Avignon, et très agréable à lire absolument. On a pris beaucoup de plaisir à lire ce livre. On vous donnera les références d'ailleurs sur le site de Radio Laser. Bonjour Pascal. Oui, bonjour André, bonjour Bernard. Bonjour. De vous retrouver. André, on est content de se retrouver après. Ben oui, surtout que semaine, là, on est en plein hiver, donc ça fait du bien. Trouver de la chaleur humaine. Un peu de la chaleur de la voix et tout quoi. Alors on continue donc notre parcours du livre de Pascal Laurent, l'invraisemblable consultation diététique de Madame Gaillac, l'obésité. Et vous abordez, il y a beaucoup de notes qui sont tout à fait intéressantes, bien documentées, etc., etc. Vous abordez la notion d'IMC. Alors finalement, c'est ce problème-là, l'IMC. Mais j'ai entendu dire que, par exemple, Teddy Riner, qui est un super judoka, il est obèse, ce monsieur-là, parce qu'il a une IMC qui est bien au-dessus de 30. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous préciser c'est quoi l'IMC, Pascal? Et puis, est-ce que vous pouvez m'expliquer cette contradiction-là? L'IMC correspond à... Alors, c'est un indicateur de surpoids et d'obésité qui est généralement utilisé par les professionnels de santé. Donc, moi, je l'utilise assez régulièrement quand je vois mes patients, qu'ils soient enfants ou adultes, qui, en fait, c'est le reflet de la corpulence. Corpulence maigre, corpulence normopondérée, corpulence en surpoids ou corpulence en obésité. Et en fait, c'est un rapport entre le poids corporel et puis la taille au carré. Donc c'est les kilos sur des mètres carrés et ça donne une corpulence en fait. Alors, et pour répondre à votre question par rapport à Teddy Riner ou d'autres, ou d'autres. Alors, effectivement, donc on le sent très très bien quand on a des patients qui ont une masse musculaire qui est suffisamment très très développée comme Teddy Riner, ou ça m'est arrivé d'avoir des patients aussi qui étaient obèses, mais qui paraissaient obèses comme ça, mais qui avaient une masse musculaire qui était assez importante. Et avec un IMC effectivement aussi qui était élevé et qui correspond pas forcément à une obésité. Donc là il y a quand même un bémol. Il faut le savoir. Donc, il y a un facteur de correction ou quoi? Non, dans ce cas-là. Non, pas du tout. Non, d'accord. Et la masse. Et la masse osseuse, est-ce que ça joue? Oui, voilà. C'est exactement ça. En fait, on a généralement les diététiciens ont une balance appellance métrique qui permet effectivement de ressortir les 4 compartiments, la masse grasse, la masse maigre dont musculaire, la masse osseuse, ce que disait André, et puis la masse hydrique. C'est avec, je dirais, l'analyse de ces quatre facteurs avec l'IMC que l'on peut définir effectivement si on a un problème de surpoids en lien avec un stockage de matière grasse. Et dans le cadre de Teddy Riner, par exemple, je suis persuadé qu'il y a une masse musculaire qui est une masse grasse, une masse maigre, dont musculaire qui est importante. Et l'appellance-métrie permettra effectivement de bien caractériser la masse relative à la masse grasse en fait. Mais il n'est pas impossible que ce monsieur Teddy Riner soit pas quelqu'un finalement avec un petit surpoiis masse grasse qui est contré justement par l'activité physique et certainement un régime diététique important pour pouvoir exercer son activité. Et puis heureusement sûrement qu'il consomme beaucoup au niveau alimentaire, au niveau énergétique, il dépense aussi beaucoup. Et absolument, oui. Le problème se pose pour ce genre de sportifs, c'est quand ils arrêtent, quoi.
C'est possible, voilà, exactement. Ouais, on le voit bien chez certains footballeurs, par exemple. Ouais. On sent effectivement que c'est et même chez les rugbyman. Surtout chez les rugbyman. Ouais, mais ça chez certains footballeurs aussi. Oui. Quand ils arrêtent leur activité professionnelle sportive, et ben c'est généralement ce sont des gens qui sont en surpoids, effectivement. Oui. Ensuite, vous commencez à parler entre la page 12, 13, 14, 15, pas mal de l'utilisation des boissons très très sucrées. Madame Gaillac, l'obésité, qui dit j'aime bien le sucré. J'adore boire du Coca-Cola. Elle se ramène avec le Coca-Cola dans votre cabinet là, et alors là vous sautez de joie. Sautez en l'air. Et vous commencez à expliquer quelque part, je crois que c'est là, comment s'installe le diabète un peu, je crois, à ce niveau-là. Oui. C'est ça, oui. Pouvez nous l'expliquer rapidement ? Cette scène justement de Gaïa qui vient dans le cabinet, qui est en sueur, Coca, Fanta, les pâtes. Voilà. Exactement, et donc on voit le diète que je suis qui comprend qu'il y a un petit problème, et puis à un moment elle sort sa bouteille de Coca ou de Fanta, et puis elle se désaltère devant elle boit sa bouteille devant le diététique. Alors sachez que cette scène elle s'est réellement passée. Ah oui, avec des patients. Avec une patiente, ouais, tout à fait, qui était d'un certain âge, une cinquantaine, même plus, une cinquantaine d'années, qui était en obésité, qui était diabétique, et puis qui était en sueur. Et à un moment donné, elle me pose la question de savoir si elle peut se désaltérer. Et elle sort de son sac, effectivement, une bouteille de Coca. Carrément direct. Alors effectivement, et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, vous êtes diabétique. Vous venez me voir, et vous sortez votre bouteille de Coca. Et là, elle me dit, mais vous inquiétez, mais c'est accidentel, d'habitude, je bois du Fanta. Voilà, ou je sais plus, mais ça s'est exactement passé comme ça. Elle va venir au bout de ses doigts. C'est ça, exactement. Et la problématique, elle est là. C'est ce que je vous disais la semaine dernière, en fait. Ces choses-là, on ne peut les voir que auprès des patients, auprès de la population. Vous n'auriez dans un laboratoire. Vous ne l'auriez pas vu dans un laboratoire comme ça. Voilà, exactement. On n'aurait pas vu. Et toute la difficulté, effectivement, de mettre en œuvre un plan de prévention ou un plan diététique ou un plan d'activité physique pour ces personnes et se dire bon voilà, il y a qu'à appliquer, vous verrez, ça ira tout seul. Ben non, ça ne passe pas comme ça chez McDo. Et pour répondre à votre question, le diabète, c'est je dirais pour faire très oui, bien sûr, facile à comprendre, c'est une ingestion chronique de sucre avec une hyperglycémie qui devient de plus en plus difficile à contrer, à réguler, une sécrétion d'insuline par le pancréas qui s'essouffle, et puis à un moment donné, le contrôle physiologique, biologique n'est plus là, l'hyperglycémie difficilement contrée, et le glucose pour essayer de diminuer au niveau sanguin, va être transformé en lipides pour être stocké au niveau de la matière grasse. Et c'est souvent que les diabétiques de type 2, qui sont sensibles à l'alimentation, deviennent obèses ou en surpoids tout au moins, parce que effectivement le glucose doit être qui est très toxique pour l'organisme, doit être stocké de manière à diminuer le glucose sanguin. Oui. Et la problématique du diabète, il est pas là. Et on le voit avec un indicateur qui est l'hémoglobine glyquée. C'est ça. Alors, c'est quoi, vous pouvez préciser pour nos auditeurs, c'est quoi l'hémoglobine glyquée? Alors l'hémoglobine, c'est un marqueur biologique, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un marqueur biologique
qui est un marqueur utilisé par les cliniciens d'une complication du diabète. Et en général, le glucose, lorsqu'il est élevé dans le sang, va se combiner avec des protéines pour former des protéines qu'on appelle glyquées. Et vous avez un marqueur sanguin qui est assez facile à utiliser et à mesurer, c'est l'hémoglobine qui va se cliquer avec justement les protéines sur lesquelles va se fixer le glucose. La problématique des protéines cliquées, c'est derrière tout le caractère inflammatoire et oxydatif, stress oxydatif, qui fait que ça va se répercuter sur les organes, provoquer ce qu'on appelle des micro-angiopathies, notamment sur les nerfs, sur le rein, donc affecter la fonction nerveuse, la fonction rénale, la fonction cardiaque, etc. Donc là, on a des complications derrière, l'insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, infarctus du myocarde et compagnie, quoi. Et donc vous expliquez tout ça à Madame Gaillard de l'obésité, qui dit qu'elle ne savait pas parce que on lui avait jamais dit, et vous répondez qu'il n'y a rien d'étonnant. Comment voulez-vous que votre médecin généraliste vous explique les dangers du sucre en 15 minutes de consultation? Marquez là, Pascal, vous venez de nous le faire en 3 minutes. Enfin bon. Oui, mais en fait, j'aurais pu prendre plus le temps finalement avec un patient ou une patiente comme Gaïa, parce que là justement, on a 3 minutes. Là, je suis pas sûr d'avoir avoir employé un langage très vulgarisé. Ouais. Très vulgarisant, en fait, de vulgarisation, du moins. Avant de passer la parole à André qui va vous poser une question, j'aurais simplement vous faites une critique finalement de la consultation classique chez le médecin généraliste, en disant que finalement il a très peu de temps et que ceci peut avoir des conséquences finalement importantes. Et plus tard, vous dites que finalement il faudrait qu'il y ait recours à des spécialistes, beaucoup plus des diététiciens, des psychologues, des kinés, enfin, etc. C'est ça? Vous pouvez nous préciser ça avant? André rajoutera quelque chose sur mon point. Oui. Tout à fait, c'est exactement ça. Alors bon, je critique pas le médecin, il fait bien sûr avec le temps qu'il lui a imparti, mais c'est la problématique effectivement de la thérapeutique, mais aussi surtout de la prévention. Un diabète, effectivement, on peut le soigner avec des médocs, des médicaments, mais derrière il faut un discours éducatif et préventif, justement pour réduire, pour essayer de jouer avec l'environnement, c'est-à-dire augmenter l'activité physique, diminuer la gestion d'aliments qui sont riches en sucre. Et c'est là après où on a une éducation à avoir et où d'autres professionnels peuvent être appliqués. Alors les médecins le font, mais pas forcément tout le temps. Ils sont pris par le temps. Voilà, exactement. Et puis après, en fait, il y a une chose qui est en train de se dessiner à travers dans les cabinets médicaux, et on est en train de le faire à la maison de santé pluriprofessionnelle Marseille, dans lequel je travaille. Ce sont des programmes, des protocoles pluriprofessionnels qui vont permettre d'accompagner des patients, notamment des diabétiques, avec un panel de professionnels de santé autour de ces patients. Oui, donc là il faut un dialogue entre les praticiens, bien sûr. Voilà, exactement. Ce que l'on a à l'hôpital, dans les CHU, etc. Mais là, on est en train de le développer au niveau national dans des maisons de santé pluriprofessionnelles. Où là, les professionnels de santé travaillent en concertation. Donc là, pour le diabète, vous avez l'infirmier ou le psychologue sur des éducations thérapeutiques, le médecin généraliste, le diététicien, l'enseignant en activité physique adaptée, le kiné, pourquoi pas. Voilà. C'est ça qui est en train de se dessiner, effectivement, pour mieux suivre les patients. André, oui, deux choses. Une première, juste pour une sorte de remarque par rapport à Gaïa, puisqu'on en revient à la Terre. Est-ce que dans une certaine mesure, par exemple, une certaine énergie utilisée par la Terre ne va pas la transformer en malade finalement? Est-ce que, par exemple, le pétrole ne serait pas un peu le sucre de la Terre? Puis une deuxième chose, c'est
Justement, vous êtes en train de nous parler de la sortie d'une forme de rapport strictement individuel entre des techniciens, des professionnels de santé, et puis les patients. Donc, on revient, ou plutôt, on a perdu peut-être le sens du travail collectif, et on est en train d'y revenir finalement. Oui. Alors, j'adore les questions d'André. Franchement, il est adorable, André. Pour répondre à votre première question, le pétrole. Oui, je suis d'accord avec vous. En fait, moi, je pense que le problème de l'obésité, le problème de l'obésité mondiale qu'on traverse aujourd'hui, il est un petit peu en partie lié au pétrole, parce que finalement le pétrole, quelque part, c'est le point commun, et c'est le point initial finalement des inventions technico-thermo-industrielles finalement que l'on a aujourd'hui. Et justement derrière le pétrole, vous avez l'industrie agroalimentaire, très très riche en sucre, très très riche en acides gras finalement, qui s'étale sur tout le globe terrestre maintenant. Il part des États-Unis, il part de l'Europe, et maintenant, quand on regarde effectivement la map monde, on s'aperçoit qu'il a gagné l'Asie, le Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite est un pays où on a un taux d'obésité qui est énorme. Les pays méditerranéens, africains, l'Amérique du Sud, voilà. Donc l'expansion des technologies liées à l'utilisation du pétrole, parce qu'on est encore dans cette dynamique-là, a contribué finalement à développer l'obésité. Et puis pour répondre à la deuxième question, effectivement, est-ce qu'on y revient? Je ne sais pas si on y revient. En tout cas, ça n'existait pas, me semble-t-il, finalement, au niveau de la consultation du patient Kidam avec son médecin généraliste. Aujourd'hui, effectivement, c'est ces maisons de santé pluriprofessionnelles qui ont vu le jour il y a pas une dizaine d'années, se développent de plus en plus de manière à prendre en charge plus efficacement les patients. Ce qui est certain, c'est que et ça on aurait pu l'aborder dans la prochaine fois, mais les plans d'action nationaux qui sont collectifs, comme le plan nutrition santé ou d'autres, ne sont pas forcément très efficaces. Par contre, c'est la combinaison des deux qui est efficace. La publicité ou les programmes collectifs avec les médias, etc., mais aussi la prise en charge individuelle qui est obligatoire pour que ça marche. Et justement, avec les enfants, là, le programme, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais le programme Mission Retrouve ton cap, où on essaye de prendre en charge les enfants dans un processus d'obésité, et une prise en charge qui est pluriprofessionnelle. Elle va montrer son efficacité parce qu'elle est individuelle. Alors qu'un programme médiatique, publicitaire au niveau de la télé, bon, faites attention, mangez pas sucré, faites du sport, ça etc. Marche pas bien, ça. Pour moi, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, je poursuivrai ce que vous dites. Vous parlez, Pascal, du coût de l'obésité. En France, c'est environ 50 milliards de dollars par an. C'est énorme. En France, c'est un 85% du PIB, c'est ça. Et donc, ce que vous pensez, enfin, moi j'étais en social pensée, je pense André aussi, que agir beaucoup plus sur la prévention coûtera moins cher que d'agir sur le traitement lorsque la pathologie s'est installée. Oui, c'est exactement ça. Là, vous donniez le chiffre de 50 milliards de dollars, c'est ça, 85 du PIB. Et je crois que les prévisions pour 2060, c'est 132 milliards. En France. En France. Ouais, c'est énorme. 132 milliards de dollars, d'après l'étude américaine, je crois, qui avait sorti ça au niveau au niveau du globe.
c'est pas grand-chose, hein, ça représente 2% du PIB. Ouais, mais enfin, c'est quand même quelque chose. C'est quand même énorme. Bien sûr. Mais il y a rien d'étonnant parce que moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est l'obésité infantile. Hein, les enfants obèses. Voilà, c'est ça, comme on l'a dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, on a des gamins qui sont il y a 4% d'obésité en France, hein, des gamins qui sont obèses. Hein. Ils sont obèses et sédentaires, quoi, aussi, en plus. Voilà, exactement. Et quand ils sont obèses entre 3 et 12 ans, tu vois, vous voyez. Ouais. Et ça, ces jeunes-là vont devenir adultes avec tous les problèmes, toutes les complications liées au cardio-métabolique, hein, le diabète, le cancer, aussi les pathologies cardiovasculaires. Et ça, il va falloir les prendre en charge. L'autre jour, on a fait une chronique, deux chroniques avec François Carré, qui est cardiologue. Oui, que je connais bien aussi, oui. Ah oui, vous connaissez, je m'en doute. Et donc, il dirige une étude sur la Bretagne, sur Rhône-Alpes, je crois, et sur les Hauts-de-France, chez les élèves de collège. Et en faisant des tests, parce qu'on constate que les jeunes, pour beaucoup, sont obèses, ou en tous les cas en surpoids, et n'ont absolument pas d'activité physique. Et il a voulu, avec d'autres, bien sûr, faire le point là-dessus dans les collèges, et on leur demandait aux élèves de courir 20 mètres le plus vite possible. Eh bien, il a fallu descendre à 13 mètres, parce que beaucoup n'arrivent pas, ou alors avec un système dynamique aussi de pression au niveau des mains, et il a fallu réduire cette force parce qu'il n'y arrivait pas, et c'est très 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 inquiétant, le surpoids et l'obésité chez les enfants, ce qui se passe aux États-Unis et le sucre, ce qui arrive ici en France. Oui, on va y revenir sur le sucre, effectivement, André. Oui, je crois que je vous ai coupé, Pascal, il me semble, je ne sais plus. Non, mais j'avais presque terminé mon intervention, en fait, hein, mais ce que vous dites là, effectivement, confirme les préoccupations qu'on peut avoir sur justement l'obésité des enfants, parce que les enfants d'aujourd'hui seront les adultes de demain. Donc, avec toute la problématique liée économique, hein, à la pathologie et au travail, la présence au travail, etc. L'absence au travail pour des raisons sanitaires, etc. Mais ne serait-ce que la prise en charge d'un diabète à vie, hein, ça coûte par aujourd'hui, sans parler des complications, 5 000 euros chaque année, quoi. Ah oui, c'est énorme. Prise en charge d'un diabétique. Et finalement, quand un enfant va rester en surpoids, il va apprendre ses habitudes alimentaires et cette sédentarité, il va le transmettre à sa descendance, et les choses ne vont faire qu'empirer, quoi. Mais donc ça, c'est et là, par exemple, au collège, François Carré était là, on avait demandé à une prof d'éducation physique du collège, elle nous disait que des parents écrivaient et aller voir le médecin pour que le médecin bien suspende la possibilité d'activité physique à l'école. Et donc François Carré faisait un appel en disant un appel à ses collègues, en quelque sorte médecins généralistes. Est-ce que c'est une bonne chose d'accepter de faire des dispenses d'activité physique, entre autres. Et donc c'est encore toujours le problème, pas bien manger, et puis ne pas avoir d'activité physique, avoir une alimentation riche en lipides, en sucre, etc. quoi. Donc c'était un constat, en tout cas. Hein, voilà. Alors, que je partage. Hein. Oui, je m'en doute. D'autre part, vous exprimez, c'est assez intéressant, vous faites une relation entre le mécanisme de défense et de l'obésité. Appliqué à Madame Gaïa avec l'obésité, mais ça peut s'appliquer à n'importe qui, finalement. Le mécanisme de quoi? De défense? De défense. C'est-à-dire que je me protège. Je deviens de plus en plus gros pour me protéger, etc. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Oui. Psychosomatique. Excusez-moi, je me suis pas bien exprimé ou j'ai pas été assez clair. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à la page, je crois, 27, 28, quelque chose comme ça. Oui. Alors, oui, tout à fait. Oui. J'ai en fait
l'obésité est multifactorielle, hein, Oui. et on peut la retrouver sous différentes formes, hein, mais aussi psychologiques. Et j'ai vu, hein, et je fais référence à un bouquin aussi, hein, qui est Oui, probablement. de Marlène Dreyfus. Ouais, Marlène Dreyfus. C'est ça. Oui. Qui est, et je me suis, j'ai lu son bouquin là, qui m'a beaucoup interrogé. Alors, je me souviens plus du titre, mais je crois qu'on le retrouvera dans le. Oui. Dans le bouquin, Oui. qui est pédopsychologue à l'hôpital pédiatrique Armand Trousseau, me semble-t-il, à Paris, et qui a fait un bouquin témoignage des enfants qui étaient en surpoids. Et là, j'ai eu la surprise de voir effectivement que des enfants pouvaient se réfugier derrière la nourriture, les sucreries. Tout à fait. Voilà, ouais. Et derrière leur surpoids aussi, ou leur obésité, par rapport à un problème d'abus physique ou sexuel. Oui. Et j'ai pu voir ça aussi. Hein. J'ai vécu ça à travers des consultations de personnes adultes, hein, mais aussi d'enfants qui ont subi ces abus, qu'ils soient physiques ou harcèlement, simplement du harcèlement, avec un refuge derrière l'alimentation. Et le surpoids peut être une carapace. Alors, alors ces gens-là, en fait, hein, ils viennent vous voir quand ils ont 50 ans, même avant d'ailleurs. Ils font des essais pour perdre du poids, mais inconsciemment, il y a la petite musique dans le cerveau qui dit je ne peux pas. Mais y a-t-il pas là à ce moment-là effectivement un problème d'ordre psychologique aussi, parce qu'on tourne en rond, parce que avec le surpoids on devient harcelé et en même temps on veut pas le harcèlement, alors donc c'est difficile de s'en sortir. Absolument, ouais, complètement. Ouais. Donc c'est très difficile, hein, mais et là je dirais le professionnel nutritionniste, c'est pertinemment qu'il n'arrivera pas à répondre favorablement à la demande de perdre du poids, parce que justement il y a cette composante psychologique qu'il faut au préalable travailler. Alors donc, généralement, il y a une mort sociale au bout. Généralement, on va inviter cette personne-là à avoir un psychanalyste ou un psychologue. Hein. Oui. Généralement, je m'attache souvent à travailler avec des psychanalystes, justement pour essayer de comprendre et travailler sur l'inconscient et débloquer la situation. Alors, d'autant plus que finalement, par exemple, le sucré donne du plaisir, ça stimule la production de dopamine, je crois, enfin des choses comme ça, peut-être. Oui. Pouvez nous préciser ça, Pascal? Oui, non? Oui, bien sûr, oui. Mais je suis persuadé que vous arriveriez à l'expliquer également. Ah non, moi je sais pas grand-chose. Moi j'essaie d'apprendre. Je sais que je ne sais pas, disait l'autre. Absolument. Quel autre on parle, je sais pas. Le sucre a quelque chose de terrible, hein, c'est que il emprunte au niveau enfin c'est pas lui qui l'emprunte, hein, mais le goût du sucre en fait stimule une zone qu'on appelle le système hédonique, qui comprend deux structures cérébrales, hein, qui ont l'air de rien comme ça, l'aire tegmentale ventrale et le noyau accumbens. Voilà, donc regardez la structure d'un cerveau et vous comprendrez ce que dit Pascal. Et il est à la base du cerveau, donc il est commun primitif. Voilà, c'est ça, ouais. Et à la source du plaisir avec cette fameuse sécrétion de dopamine. Hein. Donc avec le goût sucré, effectivement, on a finalement une hypersécrétion de dopamine qui va nous permettre de mémoriser effectivement le goût du sucré, le goût plaisir que l'on ressent, le plaisir que l'on ressent après la gestion de sucre. Et à partir de là, on a effectivement aussi une sécrétion d'encéphaline qui est à la base du plaisir qui est ressenti. Et en faisant du sport, on libère aussi de l'encéphaline. Absolument. Sur un marathon. On devient aliéné du sport. Quoi. C'est ça, oui, exactement. C'est le même
le même circuit. Et puis la cocaïne, c'est pareil, hein, ou l'héroïne. Alors à propos de cocaïne, d'ailleurs, il y a eu un labo américain qui a fait ça. Il a donné des biberons. Enfin, vous avez dû lire ça, Pascal. Des biberons de liquide avec du sucre à des rats. Et puis, donc dans la cage, il y avait un biberon de liquide avec du sucre et un autre biberon avec de la cocaïne. Eh bien, 85% des rats préféraient consommer le biberon avec du sucre. C'est quand même dingue. Plus, ils préféraient... C'est des rats de laboratoire aussi. C'est des rats de laboratoire. Ah bah oui. Mais ils préféraient ils sont éduqués. Boire un coup de boisson sucrée que de boisson avec la cocaïne. Ça veut dire que c'est vraiment une super drogue, hein, le sucre. Il y a beaucoup de rats. Oui, c'est ce qui est étonnant aussi, hein, pour compléter ce que vous dites, hein, Bernard, c'est que avec le rat ou le rongeur, hein, on a réussi à reproduire les différentes phases, hein, de l'addiction, hein, c'est-à-dire la dépendance et l'état de manque. Oui, c'est ça, oui. Et voilà, pour les rats de bibliothèque. Oui. Et ce qu'on n'arrive pas à vraiment observer encore chez l'homme avec le sucre. Tout au moins chez certaines personnes, on arrive à l'observer, notamment les personnes qui sont victimes d'émotivité un petit peu négative, hein, l'ennui, la dépression. Peut pousser finalement à la prise compulsive de sucre. Et là, on pourrait se dire effectivement qu'on est dans un état de manque pour ces personnes-là. Et néanmoins, la personne qui est en surpoids et qui désire faire un régime sans sucre arrivera à le faire facilement, à se passer de sucre pendant un certain temps. Et bon, voilà, il suffit derrière qu'il y ait un petit trouble émotif, un petit problème psycho-affectif, etc., pour qu'on replonge dedans. Et ça, les boîtes agroalimentaires l'ont très bien compris. Hein, ils savent très bien rajouter ce qu'il faut pour attirer de plus en plus. Alors, je voulais rajouter quelque chose à la page 34, notamment. Vous êtes d'accord avec ce que je vais dire, André aussi, j'espère. Enfin, vous allez me dire si vous n'êtes pas d'accord. Si on mange trop de sucre, eh bien, il peut se transformer en graisse, avec une adiposité importante, et donc le surpoids et l'obésité. Et donc, ça justifie tout à fait la super pensée cartésienne que vous avez mis en gros caractère. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est quoi votre pensée cartésienne? J'engraisse donc je vis. Et voilà, j'engraisse donc je vis. Ça, c'est à destination de nos auditeurs et aussi de notre philosophe en chef André. C'est une citation donc d'un dualiste à la manière de Descartes. Voilà. Non, Descartes, oui. Mais c'est vrai que cette forme d'aborder les choses de manière dualiste comme chez Descartes, c'est-à-dire il y a le corps d'un côté et l'esprit de l'autre, j'engraisse c'est le corps, je pense c'est l'esprit, mais au bout du compte, on est toujours poursuivi par nos démons, quoi. Oui, c'est ça, oui. Alors, donc, moi j'ai bien aimé aussi, je ne sais plus si c'est à la page 35, 36 ou 37, un moment vous dites, vous êtes dans le cadre de la consultation avec Madame Gaïa Globésité, vous dites, si vous permettez, maintenant je vais faire un peu d'exercice. Alors je ne sais plus si vous montez sur votre vélo ou sur votre rameur, mais j'aime bien j'aime bien aussi l'image du rameur où on avance sans avoir où on va. Vous l'avez, c'est là ou ailleurs, quoi. Et donc là, vous introduisez. Et on rame sur le sable. Et là, vous introduisez l'importance de la notion d'exercice. Alors, vous prenez un super exemple. Alors bien sûr, on sait tous que l'homme des cavernes, il trouvait moins de sucre aussi facilement que nous, mais il en avait besoin pour pouvoir attraper les animaux et les consommer, ou pour grimper dans les arbres quand il n'était que fructivore, ou aussi pour pouvoir se défendre des animaux sauvages. Et donc, c'est super important l'exercice. L'homme n'est-il pas un animal sauvage de temps en temps? À l'origine, oui, à l'origine de l'homme. Et vous nous prenez un bon exemple
c'est l'exemple du spermatozoïde. Vous pouvez nous raconter là, Oui. le spermatozoïde, c'est une bombe énergétique un peu, c'est ça? Oui, non? Oui, complètement. Ouais, parce qu'il a un super parcours à faire. Hein. Racontez-nous un petit peu ça là. Oui. C'est dur la vie de spermatozoïde. Je sais que Pascal est un spécialiste. En fait, comment dire ça? Je pense que de toute façon, la vie n'est que mouvement. Oui. André sera d'accord avec ça. Et sans mouvement, il n'y a pas de vie, effectivement. Et j'ai pris cet exemple du spermatozoïde. Oui, très bien, je trouve. Effectivement, pour donner vie, effectivement, il faut le mouvement du spermatozoïde avec son flagelle pour que le spermatozoïde se déplace jusqu'à trouver l'ovocyte, l'ovule, au fin fond de la caverne, de la lumière utérine en fait, ou dans les trompes de Fallope, pas loin des trompes de Fallope. Oui, remonte dans les deux tiers. Voilà, exactement. Et pour après s'installer dans l'utérus. C'est un montagnard, le spermatozoïde. C'est ça, voilà. Et il fait un effort considérable, et il regarde pas son effort en fait, parce qu'il a suffisamment d'énergie pour y arriver. Mais il a à vaincre plein de choses justement pour éviter de mourir avant qu'il n'attrape l'ovocyte. Donc effectivement, cet exemple-là me paraît essentiel, quoi. En fait. Besoin de glucose important pour pouvoir se mouvoir, parce que c'est essentiel. Voilà. Donc, ah oui, vous abordez aussi la notion de transporteur au glucose, les glutes, c'est-à-dire que ces transporteurs augmentent en densité plus la personne consomme, c'est ça? Vous pouvez nous préciser ça? Et là, c'est pareil en fait. Le glucose, c'est l'élément énergétique qui va être utilisé par la plupart de nos cellules, notamment le cerveau. Mais pour qu'il puisse pénétrer le glucose dans la cellule pour fournir cette énergie qui est nécessaire à la vie des cellules, il faut sur la membrane de ces cellules un transporteur, qui est une protéine qu'on appelle les glutes, GLUT. Et ces glutes, ils sont aussi doués de mouvement. C'est ça qui est pareil, ce qui est quand même fou, c'est-à-dire que même là, effectivement, pour tout est mouvement. Que le glucose soit utilisé, il faut que ces transporteurs puissent migrer, se déplacer donc jusqu'à la membrane pour permettre au glucose de traverser la cellule et d'être utilisé par ensuite la machinerie mitochondriale, énergétique, pour pouvoir fournir cette densité augmente, plus la personne consomme de glucose, c'est ça? Du travail d'équipe. Oui, c'est ça. En fait, les glutes vont augmenter avec l'exercice. C'est ça. Oui, voilà. C'est ça. On fait d'exercice au niveau musculaire, plus nos transporteurs sont importants sont denses. Voilà, au niveau de la membrane, et puis ils pourront utiliser du glucose. Donc c'est pour ça qu'il est important chez le diabétique de faire de l'exercice. Bien que chez les obèses, comme vous le disiez tout à l'heure, ça peut être difficile, et petit à petit, on arrive à se reconditionner d'un point de vue musculaire et cardio-musculaire, pour pouvoir faire de l'exercice de plus en plus de façon importante. Et ça, c'est hyper important. Oui. Alors, vous dites aussi quelque chose. Bon, on peut faire du rameur, on peut faire du vélo aussi. Et vous dites aussi qu'il ne faut pas faire du vélo. Faut quand même un petit peu durcir l'exercice, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, ouais. C'est important. Oui. Alors, si je prends le Gaïa Globésité, en fait, Gaïa Globésité, elle tourne déjà sur elle-même et elle suit le courant cosmique, donc elle me dit qu'elle est en mouvement. Ouais, mais bien sûr, mais le problème c'est qu'elle est entraînée par le monde en fait, par l'univers. Et l'idée effectivement aussi dans le bouquin, c'est de faire de l'exercice à contresens, c'est-à-dire de ne pas suivre le mouvement qu'on nous incite à prendre, mais aller autrement, sortir du cadre, comme on dit. Et là, c'est un peu compliqué, pour reprendre un petit peu ce que vous disiez. Effectivement, ça demande un peu plus d'énergie. Et de volonté. De ne pas suivre et de volonté. Bien sûr, absolument. Pour ne pas suivre le mouvement. Et ne pas suivre le mouvement, c'est quoi? De ne pas bouffer les merdes qu'on nous impose avec les produits agro-industriels. C'est ça qui est en train de nous tuer au niveau mondial, avec la sédentarité.
Alors, il y a page 41, vous nous citez un certain nombre de philosophes qu'adore André, sûrement, en disant que finalement, il y a des hommes sur cette terre qui ont apporté des choses importantes, où Madame Gabag, l'obésité, elle exprime une certaine affection vis-à-vis de ceux-ci. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent aussi la décevoir. Donc, elle a une certaine affection pour Épicure, pour Saint-Augustin, pour Vinci, pour Pascal, pour Camus, pour Montaigne, pour Descartes, etc. Je trouve que c'est sympa aussi ce passage. C'est un petit clin d'œil. À ceci près, c'est que évidemment la question c'est Épicure, l'Épicure, si j'ose dire, de l'Antiquité, ou l'Épicure dans une tradition judéo-chrétienne qui a complètement transformé ce qu'Épicure disait dans ses fameuses lettres. C'est peut-être pas dans la tradition judéo-chrétienne là. Si. Ici dans le texte non. Non, dans le texte. Non, pas dans le texte. C'est ça que je veux dire. Non. Oui. Mais là on évoque avec Épicure, Pascal et d'autres des philosophies entre guillemets qui sont centrées sur l'individu. Parce qu'il existe aussi d'autres traditions philosophiques qui intègrent le fait de communauté. Donc c'est vrai d'ailleurs que Épicure comme Zénon, etc., le stoïcisme ou l'épicurisme sont nés aussi d'un refus du travail de Socrate, qui travaillait dans l'espace public et qui a été rejeté, condamné à mort, vraiment. Hein. Et à partir de ce moment-là, en gros, il y a une tradition philosophique qui s'est retirée de la vie de la cité pour se concentrer sur l'individu. Et on pourrait dire que dans notre société contemporaine, qu'on dit épicurienne par certains côtés, mais l'épicure transformée, eh bien, c'est aussi une valorisation de l'individu, alors que c'est la collectivité qui définit l'individu et lui impose des comportements. On est dans des situations complètement paradoxales. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Pascal, de ça ? Alors, moi, je laisserai bien débattre André tout seul sur cette question-là. Plus de compétences que moi. Non, c'est pas de la compétence, c'est du bon sens. Comme dirait Descartes. Et voilà. Donc, mais moi, à travers ces philosophes, c'est prodigieux, comme je savais que ça aurait inspiré André, alors c'est pour ça que je me suis dit, bien sûr, faut que je sois récompensé pour mon déplacement. Bah oui. En fait, je les ai cités parce que j'en ai lu quelques-uns. Sans doute. Aussi, je vais pas aussi peut-être précisément ou que. En bref, Pascal, oui, vas-y. Vous devenez de plus en plus philosophe, Pascal. Hein? Non. Enfin, oui, peut-être avec l'âge. Oui, certainement. Pour savoir effectivement, pour se poser des questions essentielles. Pourquoi on en est arrivé là, d'où on vient et pourquoi on en est arrivé là. Oui, absolument. Et l'idée à travers ce que j'ai écrit là, c'est justement de se poser la question, ce genre de questions, et revenir peut-être à l'essentiel. Oui, revenir à l'essentiel. Comme je pense beaucoup à Saint-Augustin aussi. Tout à fait. Il y a pas mal de choses, notamment sur le temps, sur la notion du temps. Il a écrit beaucoup sur le temps. Le temps de la temporalité, le temps vécu. Exactement. Et là, c'est inviter effectivement les lecteurs à se poser ces questions-là et ne pas réagir dans le sens de la collectivité, mais avoir sa pensée personnelle et dire mais pourquoi je suivrai le collectif, mais pourquoi j'irai dans l'anéantissement et pourquoi je me ferai du mal à travers mais aussi quel collectif on parle, parce qu'il y a plusieurs collectifs possibles. Aussi penser à soi-même, mais aussi penser à la collectivité. Déjà penser, c'est utiliser du langage, c'est déjà les autres en nous avec le langage. Bon, alors, le collectif, il est simple pour moi. C'est-à-dire pourquoi suivre ce que l'on me conseille à travers les médias, la publicité, la télévision à consommer. Par exemple. Société de consommation, comme on dit. Exactement, parce que c'est ça. La société de consommation, la consommation de produits qui ne sont pas du tout bons pour la santé. Et je pense qu'on va reparler
reparlera la prochaine fois. Enfin. Et consommer, c'est détruire. Oui. Alors, autre aspect, je crois que là, on aura encore beaucoup de... Alors, vous abordez à la page 42, Pascal, vous critiquez un peu, quand Madame Gaillac l'obésité dit vous acceptez la carte vitale, vous dites il n'y a pas de carte vitale, parce que là, vous ne serez pas remboursé, chère madame, n'est-ce pas? Elle est très vitale. Voilà. Et donc, finalement, là, vous êtes un peu critique là-dessus. Vous pouvez nous éclairer là-dessus, Pascal? Oui, très facilement. En fait, la consultation diététique n'est pas remboursée par la sécurité sociale. Voilà. Ouais. Donc, si on voulait faire un effort au niveau préventif, pour répondre à votre question tout à l'heure, il faudrait rendre la consultation diététique gratuite en fait, qu'elle soit remboursée par la Sécu. Certaines mutuelles peuvent rembourser, mais au forfait et pas tout. Et là, elle ne l'est pas. Alors, ce qui est paradoxal, vous voyez, c'est que dans le cadre de la mission Retrouve ton cap, là où on suit les jeunes de 3 à 12 ans dans le cadre d'un processus d'obésité de prévention, là, c'est complètement pris en charge. Comment vous expliquez ça? Pourquoi Par l'assurance maladie. Ah oui, pourquoi? Et bizarrement, effectivement, là, les familles, pas bizarrement, mais les familles sont là, quoi. Elles appellent et elles prennent rendez-vous et là, j'ai une trentaine de jeunes entre 3 et 12 ans qui viennent consulter dans ce cadre dans ce cadre-là, mission Retrouve ton Exactement. Alors qu'elle ne venait pas. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des personnes généralement des milieux défavorisés qui souffrent d'obésité. Bien sûr. Et se dire que cet argent qui serait dépensé par la sécurité sociale pour rembourser serait gagné puisque il n'y aurait pas les soins à faire lorsque les pathologies sont installées. C'est ça. Absolument. Mais André, le lobby, si j'ose dire, agro-industriel, c'est pas son intérêt. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc là, il y a des rapports de force là. Il y a un rapport de force. C'est ce que je dénonce un peu à la fin du bouquin. Oui, tout à fait. Alors, pour finir, vous allez délivrer une ordonnance à Madame Gaillac l'obésité. En lui, finalement, elle s'étonne presque que vous lui donnez pas de médicaments ou quelque chose comme ça. En tout cas, vous lui prescrivez de l'exercice physique, de pédaler comme on avait changer de vie avec une résistance, c'est ça. Et d'être capable de réduire et d'annihiler en quelque sorte son addiction au sucre par une approche de réflexion, de philosophie. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelle approche de réflexion peut-elle mener pour réduire son addiction, ou l'annuler en tout cas, au sucre? Et puis, quelle approche de réflexion peut-elle mener aussi pour effectivement faire de l'exercice physique? Parce que à la deuxième consultation dont on parlera plus tard, on aura quelque chose qui exprimera qu'elle n'a pas pu faire tout ça que vous lui avez demandé de faire. Alors comment vous expliquez votre ordonnance là? Alors comme tout patient pourrait s'attendre lorsqu'il vient voir un diététicien, on s'attend à un régime hypocalorique généralement. Oui, carrément. Et là, c'est pas le cas parce que je sais pertinemment que ça marchera pas. Mais la préconisation pour la Terre, donc c'est pour la globalité et l'ensemble de la population, finalement, c'est une métaphore, on l'aura compris, c'est de l'exercice physique. Finalement, il y a deux préconisations en fait. C'est l'exercice physique, de pédaler finalement à contre-courant par rapport au courant qui l'entraîne. Oui, tout à fait. Donc, c'est de ne pas suivre les préconisations, c'est de ne pas suivre la société de consommation. Voilà. Et c'est effectivement d'éviter quelque part de manger des produits ultra transformés, industriels, qui sont riches en sucre, etc., etc. Changer de modèle. C'est changer de modèle, voilà. Changer de logiciel. De paradigme, comme on dit, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment de changer de logiciel et de ne pas suivre la société de consommation dans laquelle on nous suit. Et pour cela, effectivement, pour l'aider, la deuxième préconisation, c'est d'inventer des prodigieux.
des nouveaux enfants avec une nouvelle intelligence, soit pas crétin entre guillemets, comme on peut le voir un petit peu aujourd'hui. Parce que, oui, mais là, d'accord. Mais après Pascal, vous l'avez lâché pendant 50 ans. Du style, bien, tu réfléchis, tu fais du sport et pas d'encadrement pendant ces 50 ans, non. Oui, c'est ça. Vous pensez que ça doit venir d'elle-même, voilà, d'un travail sur elle-même. 50 ans, oui, mais à l'échelle de la planète, 50 ans, c'est rien en fait. Ah non, bien sûr. Et l'idée, effectivement, c'est qu'elle enfante de nouveaux prodigieux qui entraînent le monde finalement dans un nouveau paradigme, comme on l'a dit, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, vous préconisez la révolution, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Pascal, c'est un révolutionnaire. Hein, mais moi, j'ai lu ça comme une révolution nécessaire. Oui, mais ça peut être pas une révolution. L'humanité peut pas se sauver. Non. Voilà, c'est ça. Donc là, il y a la révolution de la Terre, effectivement, au sens physique. Au sens physique du terme, mais il y a la révolution au sens philosophique, effectivement. Bon, alors, le prochain livre de Pascal, ça pourrait être un nouveau manifeste, peut-être, non? Quelque chose oui, mais il serait pas d'un parti. Ce serait non, j'ai pas dit. Non, mais il y a plusieurs manifestes dans l'histoire. Hein. Oui, il y en a plusieurs. Oui. Bon, en tous les cas, on va finir cette deuxième chronique avec Pascal Laurent, professeur de physiologie à Avignon, à propos de son très beau livre, L'invraisemblable consultation très beau livre de Madame Gaïa Globésité. Beaucoup d'humour. On vous donnera, oui, absolument, on vous donnera les références et Pascal aborde des sujets très importants et comme vient de le dire André, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de sensibilité aussi. Et n'oubliez pas la parabole profonde qu'il y a derrière. Oui. Alors, on vous marquera donc les références de ce livre que vous pourrez vous procurer dans toutes les bonnes librairies. C'est édité chez les3colonnes.com. Mais tout ça, on va vous l'indiquer sur le site de la radio. Hein, d'accord ? Pascal, on a été très très content de vous recevoir à la Cantora de la Radio Laser, André et moi, et on vous souhaite de bien pédaler, d'utiliser bien votre rameur, n'est-ce pas ? Pas dans la choucroute. Hein. Et à contre-courant, s'il vous plaît. Et bien le bonjour à toute la ville d'Avignon et au pont, à tout ça, etc., et à vos collègues qui travaillent avec vous. En tout cas, on a apprécié ces échanges. On vous enverra bien sûr le lien. Vous aurez le lien pour écouter le podcast, puisque ce podcast, on le rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs, peut être écouté 1, 2, enregistré, et 3, que vous soyez à New York ou à Tokyo, vous pouvez l'écouter. Donc Avignon, à mon avis, on pourra l'écouter aussi. D'accord. C'est loin, Avignon. C'est loin, Avignon. Pascal, on vous souhaite... Merci Bernard, merci André, c'était un vrai plaisir d'être avec vous. Très plaisant. On vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous, mangez pas trop sucré. Vaut mieux brouter de l'herbe. Voilà, ça c'est un conseil d'André. Quand les prairies sont belles, c'est bien. La philosophie herbivore, n'est-ce pas ? Bon, à très bientôt. Au revoir à toutes et à tous et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.